Euh, Ok, comme je disais, on ne peut pas prévoir ce que fera une personne la première fois face à un fait. Donc le juge doit traiter ce genre de cas avec tact. Parce que quelqu'un peut être victime de sabotage, quelqu'un peut être victime comment dire, de tentation. Donc c'est un peu ce qui en ressort. Donc, comme je parlais du fait du viol, donc il y a aussi ce qu'on appelle petit ami. Par exemple, donc petit ami, c'est des sortes de contrats. Et en matière de contrat, le contrat a quatre conditions. Il y a le consentement. Après le consentement, il y a la capacité. Après la capacité, je pense il faut que ce soit licite, quelque chose comme ça. Après la licité, il faut que ce soit exempt de vol, de dol. Et quand vous faites votre contrat de petit ami, il ne faut pas que l'une des parties puisse sortir avantagée sur l'autre. Donc ça s'explique. Peut-être, prenons un cas. Prenons le cas où peut-être le petit ami a peut-être une autre petite amie. Donc c'est que dans le contrat de petit ami, vous dites que vous serez deux. Mais ça s'observe que bon, l'autre a une autre petite amie. Donc que comment dire, le gars a une autre petite amie. Donc cette situation tend à désavantager l'autre parce que si peut-être, comment dire, disons que le garçon a une petite amie. Si peut-être ça finit entre les deux, il y a l'un qui est avantagé et ça fait que le contrat a été biaisé. C'est-à-dire que si la fille, comment dire, avait mis tous ses espoirs sur le gars, elle peut prouver que le gars l'a volé, comment dire, elle doit avoir réparation. Et je dis souvent que la plupart des filles qui s'engagent dans les copinages, donc par exemple, il y a des copinages à sens unique où peut-être le garçon dépense pour la fille. Donc continuellement. Et c'est que peut-être la fille peut-être n'est pas intéressée. La fille n'est pas intéressée et comment dire, elle le repousse. Donc le gars est souvent désabusé. Et c'est vrai que il peut porter plainte pour abus de confiance parce que la fille lui a sûrement dit que oui, je t'aime. Mais si il n'y a pas eu, si la fille n'a pas émis un consentement à la demande du gars, alors la fille est déboutée. Mais si la fille a émis un consentement que oui, je sors avec toi, et comment dire, elle n'a pas fait les choses du couple, alors on doit la frapper. Si le garçon porte plainte, il peut avoir réparation. Et le conseil que je donne souvent aux filles, quand vous rencontrez ce genre de garçon qui dépense continuellement pour vous et que vous n'aimez pas trop, c'est de lui donner au moins un cadeau, quelle que soit la valeur, pour que si peut-être la justice arrive, on ne dise pas que c'était, comment dire, une aide comment dire, à sexe, une aide à vouloir je ne sais quoi. Donc c'est un peu ça. Donc allons en puissance. Donc le fait qui nous réunit. Donc ce qui se passe, c'est que dans les violences entre petits amis, donc il y a souvent des viols et même dans les ménages mari-femme. Il y a souvent des gens, des femmes qui disent qu'elles ont été violées par le mari. En fait, c'est suivant le contrat de mariage. Donc, ce que vous avez rédigé dans le contrat de mariage, c'est ce qui vous lie. Donc, par exemple, si vous pouvez peut-être faire des contrats de mariage, on fait l'amour chaque semaine. Donc, c'est une entente. Mais si vous avez fait une relation où tu dis, euh, je me donne à toi, tu te donnes à moi quand on veut, alors si l'un de vous deux refuse, l'idéal c'est de consulter le conseiller matrimonial. Donc pour arranger le problème. Mais la plupart des temps, comment dire, comme ta femme t'appartient, et comment dire, tu es sûr que tu vas frapper le coup,
il peut arriver que, bon, elle refuse. Tu vous rappelez que c'est un petit enfantillage ou un petit truc, et ça veut dire que et ça peut aussi arriver. Quand c'est la première fois, je vous dis, je m'y connais. Donc ça peut arriver. Donc, ce qui se passe quand c'est la première fois, il peut aussi avoir des atténuations parce que ça peut dépendre de la durée, comment dire, auquel le mari a été exposé, comment dire, au non-amour. Ça peut aussi être du fait que, comment dire, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et parce que moi aussi, comment dire, j'ai ce genre de phénomène. Quand peut-être je joue beaucoup au football, en fait, je progresse, je progresse, je progresse. Quand je me sens quand même en train d'être dans mon élément et que quelqu'un me déboute, alors que je sais que je suis très fort, ça peut entraîner une sorte de violence. C'est-à-dire que l'abstinence et la régularité peuvent aussi entraîner des sortes de violence. Donc, le juge aussi devrait étudier cela. Donc, au-delà, il y a souvent ce qu'on appelle, comment dire, les violences. Ce qui se passe, c'est que dans le viol se manifeste par une violence. On ne peut pas parler de viol seulement parce qu'il y a eu pénétration forcée. On parle de viol quand il y a eu un préjudice physique. C'est vrai que ça peut être les bleus, ça peut être des coups de poing, ou ça peut être des cheveux qui ont sauté, ou un ongle, ou je ne sais pas. Il faut qu'il y ait une preuve matérielle. Donc pour édifier ce que comment dire, la femme prétend. Ça s'explique. C'est que en matière de viol entre petite amie et petite amie, en matière de viol entre femme mariée et homme marié, ce n'est pas que la pénétration qui prouve qu'il y a eu viol, ou bien peut-être l'effet, comment dire, délabré de la femme, ou la manifestation, comment dire, d'un traumatisme, mais aussi, comment dire, la preuve physique doit, comment dire, amplifier le fait de la pénétration forcée. Je m'explique donc, je répète, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des bleus, il faut qu'il y ait peut-être un ongle ou des cheveux qui ont été tirés, ou peut-être une blessure, ou un coup, c'est-à-dire prouvé avec comment dire, un carnet à l'hôpital ou un certificat médical. Alors on peut attester qu'il y a un viol, parce que le viol, c'est l'étendard, comment dire, de la pénétration avec violence. Et la violence se manifeste avec des bleus, avec des coupures et tout ce qu'on connaît. Donc c'est ça qu'on appelle viol. Au-delà, on peut dire que c'est un petit amourette parce que souvent les femmes, quand tu veux monter sur une femme, elles refusent, surtout quand elles les tiennent. Donc on ne comprendra pas comment, on va dire, allez résoudre ça entre vous, monsieur et dame. Donc c'est un peu ce que je voulais apporter comme amélioration. Et comment dire, il y a ce qu'on appelle violence aux femmes. Donc c'est que la violence à une femme, ce n'est pas souvent la pousser. Si tu la pousses, il y a des bleus, alors c'est une violence. Si tu la pousses et il n'y a pas de bleu, c'est pas une violence parce qu'elle n'a pas eu mal. La violence commence quand il y a une preuve physique ou matérielle. Donc c'est un peu ça. Peut-être il t'a poussé et peut-être ton talon s'est cassé. Bon, cela relève maintenant à savoir si le talon s'est cassé par le poussage. Donc ça c'est une autre preuve matérielle. Mais ce n'est pas une violence sur toi, c'est une violence sur ton talon. Tant que tu n'as pas les coups et blessures ou tout autre fait qui prouve que tu as eu une violence, alors on ne peut pas dire que c'est une violence. Parce que ton ami et toi, tu peux lui pousser la tête. Vraiment, s'il va dire que c'est une violence, c'est que il y a matière à réfléchir. Donc la violence commence quand il y a des bleus, quand il y a, comment dire, soustraction peut-être d'un actif de ta peau, ou peut-être
une introspection d'une douleur qui se manifeste par une preuve comme une blessure ou une preuve, comment dire, on appelle ça comment? Une preuve avec certificat médical. Ok, allons en puissance. Donc, nous sommes toujours dans les crimes sexuels. Donc maintenant, allons dans les crimes d'ordre des mineurs. Donc, le crime du mineur peut être assimilable comme un crime, comment dire, très, 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 très primitif. Parce que le mineur n'attire pas. Donc, parce que ça, c'est des crimes, comment dire, c'est des crimes crapuleux pour certaines personnes. Donc, c'est des crimes qu'on ne comprend pas parce que le mineur n'attire pas. Et le mineur, c'est quelqu'un qui a un âge de 20 ans, qui a un âge inférieur à 21 ans. Donc, un parent qui a un enfant ne comprendrait pas parce que le mineur est assimilable à l'enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans. Comment expliquer que le mineur qui a 20 ans ou 15 ans soit peut-être pénétré? Ou, s'il a 15 ans, on peut assimiler qu'il a 5 ans. C'est la raison pour laquelle tout ça, c'est de la minorité. Donc, cela relève d'un fait, comment dire, un fait un peu de malade. C'est un peu ça, un fait de malade. Parce qu'on assimile souvent ces gens à des malades. Parce que normalement, une personne adulte devrait aller avec une personne adulte. Et ce fait, c'est un peu comme c'est que la personne n'est souvent pas normale. Et il y a un autre fait. Si peut-être, il y a aussi le fait que la personne ne soit pas édifiée par le code pénal. Donc, c'est que si la personne peut prouver qu'il ne savait pas que la minorité, surtout quand la plupart du temps, ici, les gens disent que c'est 18 ans la minorité. C'est-à-dire une fille de 15 ans peut dire qu'elle a 19 ans. Et comment dire, bon, toi tu le dis parce que tu es un peu... les gens ne s'intéressent pas à la vie de leur pays. La plupart du temps, c'est à l'Occident et en Amérique. Et ils se disent que, comme en Occident, c'est 18 ans, un enfant lui dit j'ai 19 ans, alors il peut frapper la boule à la petite fille. Donc cela relève alors, comment dire, on appelle ça comment? Cela relève de l'ignorance. En fait, il ignore le code pénal. Donc cette personne, s'il prouve cela, peut avoir une atténuation. Donc au-delà, comment dire, ça demeure toujours un crime incompris. Donc il y a d'autres faits qui peuvent faire que il y a d'autres faits qui peuvent faire que comment dire, l'atténuation soit. Donc il y a peut-être la négligence du parent qui peut comment dire, qui peut qui peut atténuer la peine du prévenu. Et au-delà, donc c'est que la négligence, ça n'atténue pas. En fait, ça peut être débouté parce que c'est le parent qui doit répondre. En fait, ça peut avoir un non-lieu. Parce que le premier fait qu'on constate, c'est la négligence du parent. Parce que le parent négligent perd son enfant. Et comme il a perdu son enfant, on peut assimiler son enfant à un majeur parce qu'il ne s'occupait pas de son enfant. Et de ce fait, le majeur, comment dire, un enfant qui est dans la rue commence à avoir des désirs des gens qui sont dans la rue ou des gens qui sortent dans la nuit. Et c'est vrai que si la personne n'est pas édifiée sur le code pénal, et l'enfant lui dit peut-être 19 ans alors qu'il croit que c'est 18 ans, alors, comment dire, le législateur a raison à ne pas enfermer cette personne. Et au-delà, c'est que quand si peut-être le parent vient déposer une plainte, donc le premier fait, c'est la constatation de la négligence du parent.
Et si peut-être le parent est puissant, comment dire, je sais que c'est un crime, mais au-delà de la négligence du parent, parce que il y a aussi peut-être que comment dire, le majeur est peut-être violé. Parce que là, maintenant, ça devient comment dire, le fait du ministère public qui porte plainte parce que le parent, lui, on lui enlève déjà l'enfant d'office. Il n'a plus, comment dire, si c'est un détournement mineur, le parent, on lui enlève l'enfant, on l'éloigne du parent et comment dire, le majeur ne sera jamais poursuivi parce que l'enfant est assimilable à un majeur. Il est assimilable à un majeur parce que le parent a refusé de s'occuper de son enfant. Et à ce titre, l'enfant a commencé à se battre. Et c'est vrai qu'à partir de 15 ans, on peut être assimilé comment dire, à un majeur. Parce que à 15 ans, on peut avoir l'émancipation. Donc le laisser aller d'un parent, d'un enfant de 15 ans est assimilable comment dire, à une prise, comment dire, à une capacité de majeur. Donc c'est tout ce qu'on doit retenir. Ben, si un, un parent doit s'occuper d'un mineur, ben, si un parent ne s'occupe pas d'un mineur, il y a des mineurs qui, comment dire, en route, il y a des mineurs partout. Si un parent ne s'occupe pas du mineur, le ministère public, comment dire, n'a pas le, comment dire, n'a pas le droit de... En fait, il émancipe l'enfant parce que, comment dire, l'enfant pouvait déjà... En fait, l'enfant peut y aller se battre. Donc, c'est tout. L'enfant a pu vivre sans son parent. Alors, ça, c'est, comment dire, un truc de majeur. Ça, c'est tout. Donc, et au-delà, c'est vrai que souvent, il arrive des faits, peut-être le papa laisse son mineur à la maison. Et un majeur vient et il fait l'amour. Donc, ce fait est aussi assimilable à la majorité de l'enfant. Même si le parent a laissé l'enfant un seul jour, ou bien ce jour, parce qu'il est inconscient. Parce que si on assimile le majeur de 15 ans à l'enfant de 5 ans, imaginez comment dire, un parent qui prend un enfant de 5 ans et marche avec lui. Parce qu'on l'interpelle, l'enfant va en route, boum, et on le cogne. À qui on va assimiler, comment dire, le fait que l'enfant soit allé en route, comment dire, à qui on va assimiler la mort, ou à l'automobiliste, comment dire, très pressé, ou aux parents. Donc, c'est de ce fait que quand le parent laisse l'enfant, il pouvait y avoir mort de l'enfant. Donc, et ça, c'est un parent négligent. Parce que quand vous voyez peut-être ce fait, un parent qui a négligé, c'est vrai que c'est un peu comme s'il pousse l'enfant à la mort. C'est une sorte de crime ou de meurtre. Parce que ça ne doit pas se faire. Donc, c'est vrai que le parent peut aussi être assimilé à un criminel. Et parce que peut-être le droit protège comment dire, certains parents du fait de peut-être d'un ordre ou je ne sais pas quoi, il n'ira pas en prison, mais le parent négligent doit faire de la prison. Parce que s'il arrivait quelque chose à son enfant et qu'on l'eusse constaté, il aurait fait la prison parce qu'il a négligé son enfant. Et un parent, c'est un enfant seul ne peut pas. Donc, il est voué à la mort. Parce que si tu laisses peut-être ton enfant 2 jours, 3 jours sans nourriture, il va mourir. Tu laisses ton enfant 2 jours, peut-être un jour, un bandit arrive, ou bien un trompeur arrive, il peut tuer ton enfant. Qu'est-ce qui dit que c'est souvent le sexe qui peut vouloir? Si tu avais été là, l'enfant ne serait pas mort. C'est comme si tu as donné ton enfant en sacrifice. C'est comme si tu as donné ton enfant, comment dire, à la tuerie. Alors, le parent négligent peut être assimilable à un criminel. Donc, c'est vrai que si l'enfant n'est pas mort, c'est une tentative de crime à ce niveau. Et parce que, en matière de non-assistance en danger, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si, quand tu vois quelqu'un mourir, parce que voir quelqu'un, il y a les trucs comme l'euthanasie,
voir quelqu'un mourir. Un parent qui laisse son enfant, c'est un peu comme si il aime voir son enfant mourir. Donc c'est un peu comme un criminel. Donc ça c'est une nouvelle approche. Et au-delà, donc, il y a souvent des gens qui viennent coucher à la maison. C'est le même fait. C'est-à-dire que la personne pouvait venir tuer l'enfant et le parent le ça c'est des trucs qui n'arrivent pas. C'est un parent criminel. Donc, ayant traité ce genre de sujet, ayant débouté le majeur qui est indélicat du fait de la négligence du parent qui est un criminel, vivement, et c'est ce que on jugerait, on assimilerait l'enfant à un majeur parce qu'il a pu se battre. Et de ce fait, celui qui a eu une relation sexuelle avec lui, si ce n'est pas du viol, alors cet enfant est considéré comme un majeur. Donc maintenant, en matière de jugement des crimes, donc pour finir, pour chuter ou pour sortir de la conférence, en matière de jugement des crimes, donc la plupart des parents qui ont peut-être un enfant ou une personne qui vit avec elle, qui a perdu un être cher, ne comprendra jamais qu'on ait tué son être cher de façon froide ou par accident. Donc c'est vrai que si on peut prouver que la personne a commis un crime et non peut-être un accident, ou si a commis un meurtre, ou peut-être une indélicatesse, parce que les indélicatesses aussi, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir peut-être le fait de, il y a beaucoup de faits qui viennent dans les indélicatesses. Donc ce qui se passe, c'est en matière de ce jugement, moi ce que je préconise, parce que souvent l'accident enlève la personne, la personne du fait d'une condamnation. Mais si on peut prouver que c'est un crime, un meurtre ou toute autre chose, alors ce que moi je préconise, c'est d'handicaper la personne qui a commis le crime, partiellement. Donc c'est vrai qu'on handicape ces deux membres inférieurs et un membre qu'il n'utilise pas pour peut-être manger afin afin que la condamnation soit équitable. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un vienne tuer quelqu'un d'autre, il passe 10 ans, 15 ans et il sorte peinard comme si comme s'il est un dieu. Donc ça c'est l'une des condamnations psychologues que j'apporte. Et c'est vrai que ça c'est pour les crimes. Parce que la dernière fois, j'ai traité les vols, j'ai traité les mensonges. Donc j'ai dit que la soustraction d'un bien ou de l'argent peut se résorber par une entente. C'est que la famille de celui qui a soustrait peut se réunir, le conseil de famille peut se réunir pour remettre de l'argent. Ou au-delà, si peut-être la personne a volé dans une entreprise, cette personne, toujours par le conseil de famille, fait une entreprise dans laquelle où ils s'entendent et en amassant les biens, il peut remettre, il peut remettre le dû volé à à un actionnaire ou à un DG évincé. Donc en matière de crime, je crois que ça peut aller. Ok, je crois que j'ai fait le tour en matière de crime et de criminologie. Donc ça c'est une enquête psychologique que j'ai menée sur le terrain en me basant sur des faits de œil pour œil, dent pour dent, sur des faits de, sur les faits de prison. Parce que Jésus aussi a été en prison et a été injustement mis en prison.
J'ai aussi essayé de juger le préjudice qu'a subi la famille de la personne qui est décédée. Et je vous dis, parmi les crimes que j'ai pu énumérer ce soir, tels que les meurtres, les crimes, comment dire, par accident, ou comment dire, les crimes par psychologie, le crime le plus difficile, c'est le crime par psychologie parce que on souffre d'abord, en fait, toute la vie on souffre et on finit par mourir. Donc, la mort, ça c'est une sorte d'euthanasie. Donc, mais en fait, c'est pas une sorte d'euthanasie parce que l'euthanasie c'est la mort assistée, donc c'est la mort sans souffrance. Mais je vous dis que la mort psychologique est la plus difficile. Et comment dire, euh, les gens qui font la mort psychologique, qui se liguent à la mort psychologique, vraiment sont des pires personnes. Parce que en matière de meurtre, oui, il y a préméditation, eux aussi préméditent, mais comment dire, le crime, le meurtre, on n'en souffre pas trop. Mais comment dire, euh, le crime par mort, la mort par crime psychologique, vraiment, je ne saurais jamais ce qui pousse les gens à devenir comme ça. Ben, c'est vraiment des crimes crapuleux parce que voir comment quelqu'un souffre tous les jours, donc comment sa santé se dégrade, comment son aspect change, comment en fait voir la difficulté. Et quand je regarde un peu la non-assistance en personne en danger, la non-assistance en personne en danger, c'est parce que peut-être le fait est arrivé et toi tu regardes. Mais lui, il est non-assistant. Le non-assistant, comment dire, regarde. C'est vrai que la peine est vraiment terrible. Mais la personne qui tue on appelle ça comment? Euh, par, par dérangement psychologique, c'est vrai que il y a d'abord, comment dire, le fait de faire mal. Et quand il fait mal, il regarde. C'est que le non-assistant regarde juste. Mais c'est que l'autre, lui, il prémédite et il regarde. Vraiment, ça c'est d'un sadisme et je ne sais pas comment analyser. Je ne sais vraiment pas. Moi, ce genre de condamnation, bon, moi, la condamnation suprême que je peux donner, c'est peut-être pas amputation, mais comment dire, c'est juste d'handicaper ce genre de personne et de lui donner seulement la main avec laquelle il peut manger. Parce que l'emprisonner, il ne comprendra pas, il dérangera toujours une autre personne. Parce que c'est une habitude, parce qu'il ne comprendra pas. Quand il ressortait, parce que même le dénigrement, du fait que, comment dire, on ne puisse pas vraiment... ça commence d'abord par le dénigrement. Donc ça, c'est un fait de société qui dérange. Et c'est par ça que ces tueurs par psychologie commencent. Ils commencent d'abord par le dénigrement. En fait, c'est comme ça que ça commence. Peut-être parce que tu es un prodige. Et c'est vrai qu'il te soustrait une substance que tu as simplement. Tu n'as pas demandé peut-être à être premier. Tu n'as pas demandé peut-être à être haut. En fait, c'est d'abord tout le monde qui te voit comme ça. Et à travers le dénigrement, il t'abaisse et lui, il est en haut. C'est vrai que si on te fait ça tout le temps, la tête travaille. Et c'est vrai que la personne sait ce qu'il fait. Donc, vraiment, moi je vois que c'est ces gens-là, je ne sais vraiment pas. Parce qu'ils ne savent souvent pas que. En fait, ils savent que le dénigrement. En fait, ils savent. Ils savent que c'est pour faire mal. Donc, quand quelqu'un fait du mal, il sait. Donc, c'est un peu ça. Sauf s'il est hanté peut-être par un esprit divin et ondoyant.
Parce que même les voleurs, les tricheurs, et, comment dire, les prostituées, et tous ceux, les tueurs, donc, ils peuvent aussi être hantés par un esprit vraiment délabrant qui fait des macabres, avec qui, un esprit qui fait des macabrités euh, démesurées. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand tu crois que comment dire, c'est l'esprit qui a pris possession, peut-être tu l'appelles par son nom et répond. Donc je ne sais pas comment lui dit que c'est l'esprit qui a pris possession. Donc c'est ça que je ne sais souvent pas. En fait, pour se défendre. Donc vivement m'écrire si vous voulez d'autres. Ah, mais si vous voulez peut-être dire un mot pour ce que j'ai dit, m'écrire. Parce que ça, c'est un sujet vraiment auquel il faut débattre. Parce que avec la montée de la violence, la montée de la pauvreté, bientôt, on tuera peut-être pour un grain ou des grains de tapioca. Et parce que les dirigeants n'ont pas assez bien géré, on tombera dans ces travers. Et je voulais aussi dire un truc très marquant, c'est que toutes les entreprises camerounaises, quand je lis sur le net, ont des soldes négatifs et de façon très répétée. Et ça n'augure pas trop. En fait, elles sont toutes en faillite. En fait, et quand une société est en faillite, c'est fini. Et quand une société est en faillite, beaucoup de gens vont au chômage. Donc, beaucoup, ils sont déjà, mais comment dire, on nous dit toujours que tout va bien. Et c'est vrai que la montée de la prostitution et de la violence est telle que vraiment, on n'arrive plus à savoir qui est riche ou qui est pauvre. Parce que souvent, c'est le riche qui te fait du mal. Tu te demandes que, mais c'est le riche, peut-être il s'est appauvri et en fait, on ne sait pas qui est au Cameroun. Donc, et je vous dis, toutes les entreprises ont un solde négatif et de façon répétée. Donc, souvent, je me demande où certaines personnes ont de l'argent pour peut-être avoir une Prado. Et je dis souvent que un monsieur qui a une Prado, ne voit-il pas comment dire, la prostitution dans sa famille? Ne voit-il pas que beaucoup d'enfants sont voleurs ou beaucoup d'enfants comment dire, n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie? Il faudrait peut-être qu'on se réveille et peut-être trouver des moyens pour mettre une procédure ou comment dire, un système où les jeunes peuvent peut-être trouver du travail ou de l'argent dans un temps très proche. Parce que, comme je vois, toutes les entreprises ont un sort de négatif et c'est incompréhensible. C'est que les gens qui conçoivent des systèmes peut-être de marketing ou de gestion sont incompétents. Donc, vraiment, réfléchir parce que ça peut pousser au crime. Donc, de vraiment juger ceux qui envoient le Cameroun dans ce chaos. Donc, parce que moi, je ne veux pas avoir des coups de poing quand je sors ou un couteau dans le ventre. Vaut mieux, je m'expatrie. Ok, ça c'est une prévision à la criminologie.